Salut Mathieu, est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer? Je m'appelle Mathieu, je viens de Bastia, je suis un des 5 fondateurs d'Oversea, que j'ai commencé tout de suite en sortie d'école à 25 ans. Oversea, c'est ce qu'on appelle un commissionnaire de transport digital, donc on organise des opérations de transport aériennes, maritimes, routières partout dans le monde. Donc nos clients sont des entreprises qui importent ou exportent et on s'occupe d'organiser le transport pour elles et on leur permet de tout gérer en ligne sur une plateforme qui est extrêmement simple et qui leur offre de la visibilité, du reporting sur laquelle ils peuvent piloter aussi leur impact carbone et leur budget de transport. Je pense qu'on a eu une première phase où on était pas mal de découvertes et où on faisait tout nous-mêmes. C'est un secteur qu'on ne connaissait pas au départ, on s'est lancé dans un secteur assez complexe dont on ne venait pas. Donc on a une grosse phase d'exploration, on a fait des stages de troisième chez des commissionnaires de transport pour apprendre comment ça marchait. Les premières opérations, on faisait tout nous-mêmes. Donc Arthur faisait les ventes, Brièvement faisait les opérations et le fait d'être vraiment les mains dedans, ça nous a permis de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, on a eu une grosse phase de scale, un peu en deux phases entre 2019 jusqu'à 2022, où on est passé de 10 à 40, puis 40 à 160, grâce à l'apport de différents investisseurs. Et ensuite, on a connu un retournement de marché assez fort entre 2022 et 2023. On a dû réduire un petit peu la taille de l'équipe de 160 à 130. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on est très proche de la rentabilité. Moi, sur la partie recrutement, j'ai toujours été très impliqué. J'ai été le premier TAM d'Oversea, c'est moi qui ai recruté toutes les premières personnes qu'on a eues. Ensuite, j'ai managé directement l'équipe TAM en étant assez impliqué. Et aujourd'hui, on a encore une équipe qui s'en occupe, mais je reste très impliqué là-dedans. Je fais certains recrutements moi-même et je continue d'envoyer des messages de chasse à des gens, etc. Enfin, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner justement sur la structuration d'une équipe TAM aux différentes phases dont tu nous as parlé? Ce qui a toujours été important dans notre équipe TAM, c'est d'avoir une équipe TAM qui soit très proche du business. Quand on faisait passer des entretiens pour l'équipe TAM, souvent les candidats étaient un peu surpris parfois de à quel point les questions portaient sur le business et pas sur le métier du recrutement. On a eu toujours envie d'avoir une équipe qui comprenne les besoins des managers, comprenne les besoins de l'organisation avant tout, et soit capable d'avoir le même niveau d'exigence que l'auraient les managers. Le risque, c'est d'avoir une équipe TAM qui envoie un peu tous les candidats sans filtrer. Et nous, on a envie que l'équipe TAM ait le même niveau d'exigence. Et on a toujours beaucoup insisté là-dessus. Tu vois, entre le moment où tu as fait ton premier TAM et aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'erreurs que tu ne referais pas. Et il y a plein de il y a plein de convictions que tu t'es forgées. Enfin, quelles seraient-elles, tu vois? Peut-être déjà aussi, si on formule la question de ce point de vue, de cette. Bah, le premier TAM qu'on avait recruté, c'était quelqu'un qui, dans le fond, cherchait un poste de DRH et à qui on a proposé un poste de TAM. Et forcément, ça n'a pas marché puisque il ne s'est pas épanoui sur le poste et a rompu sa période d'essai après quelques mois. Donc ça, c'était probablement des erreurs de recrutement qui a été les plus dommageables pour nous à ce moment-là. Parce qu'on n'avait qu'un TAM à l'époque, on s'est retrouvé à perdre la personne qui était en charge de recrutement alors qu'on avait commencé à enclencher la machine. Et on s'est retrouvé à du coup devoir ralentir un petit peu, ce qui a eu forcément des impacts business. Donc bon, c'était en 2019, donc on a pu surmonter, mais on a perdu du temps à ce moment-là. Et qu'est-ce que du coup tu referais différemment aujourd'hui? On a toujours envie de recruter des gens qui vont pouvoir aider dans les phases suivantes. Il faut parfois savoir se concentrer sur recruter une personne qui correspond aux besoins d'aujourd'hui. On a toujours envie de recruter des gens qui peuvent à la fois résoudre les problèmes d'aujourd'hui et résoudre les problèmes de demain. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux et parfois se concentrer sur la personne qui résout avant tout les problèmes d'aujourd'hui. Et à l'inverse, du coup, c'est quoi ta meilleure embauche de TAM? C'est Juliette qui est devenue aujourd'hui notre Head of People et qui nous avait frappé pendant le process d'entretien par son sens business et sa capacité à voilà, vraiment vouloir comprendre ce qu'était Oversea, comme un bon sales qui a envie de comprendre ce qu'il va vendre. En fait, un TAM a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il va vendre et quelle est l'entreprise qu'il va avoir à pitcher auprès des candidats. Pour nous, c'est toujours un très bon signal. Et dès le process d'entretien, même si c'est un process d'entretien qui s'est fait en deux fois, une première fois, elle nous a dit non, et ensuite on l'a recontactée quelques mois plus tard et elle nous a finalement rejoint. Et elle est encore là aujourd'hui. Ce qu'on a fait de spécial, c'est que je pense qu'on a
Au moment où elle s'était désistée du process d'entretien, on a vraiment cherché à comprendre pourquoi. On était plusieurs à l'appeler pour essayer de prendre son feedback, qu'on a trouvé super intéressant, qu'on a essayé d'appliquer ensuite par la suite. Je pense que cette extra mile qu'on a fait à ce moment-là, de prendre son feedback, a fait qu'elle a gardé une très bonne relation avec nous et que ça a été plus facile de la recontacter ensuite. C'était quelqu'un qui a su rester très proche des managers, comprendre très bien leurs besoins et qui est en mesure de remettre en cause le point de vue des managers, de leur dire est-ce que tu es sûr que tu as besoin de tel type de profil, est-ce que tu es sûr que tel candidat dont tu as dit qu'il ne correspondait pas, est-ce que tu es sûr qu'il ne correspond pas, à quel point tu es biaisé sur tel recrutement, qui est vraiment capable de rentrer dans le fond des choses et déceler ce qui est subjectif de ce qui est objectif et de, je dirais, monter au créneau face aux managers pour s'assurer qu'ils prennent les bonnes décisions. Et ça, je pense que c'est une qualité énorme en TAM et ça nous a permis de recruter des gens que peut-être on n'aurait pas recruté, peut-être qu'on aurait pu passer vite parce que le manager avait envie de passer vite et en fait on a pu repêcher des super candidats comme ça. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un recrutement, un des premiers recrutements VP ou Head of que tu as dû mener et quels ont été tes doutes à ce moment-là et comment est-ce que tu t'en es sorti finalement? Un des recrutements les plus structurants qu'on a fait, c'était notre premier recrutement de VP Finance, qui est un job extrêmement important, qui a structuré toute la fonction finance chez Oversea et eu un énorme impact. Réussir à recruter quelqu'un qui est plus expert que toi dans un domaine, évidemment c'est un challenge et pour réussir à le faire, il faut justement montrer qu'on ne va pas avoir l'ego d'avoir peur que cette personne marche sur nos plates-bandes et montrer ce qu'on va pouvoir apporter à la personne. Je pense que j'étais à l'aise sur le fait que j'avais la légitimité de le faire progresser. Et faire progresser, ça ne veut pas forcément dire moi lui apprendre des choses, lui donner des compétences, mais lui faire du feedback, lui montrer quels sont ses axes d'amélioration. Et ça, je pense que n'importe qui est capable de le faire. Donc dans le fond, je me sentais très à l'aise de le faire progresser, même si sur la partie financière, il était évidemment bien plus capé que moi. Il avait beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine. Et comment du coup, on parlait d'évaluation tout à l'heure, comment est-ce que tu arrives justement à évaluer quelqu'un qui est meilleur que toi sur des compétences? Quelle était votre démarche là-dessus pour y arriver? Je pense qu'on avait bâti un cas qui nous permettait d'évaluer les hard skills sur les sujets financiers et qu'on a fait passer à tous les candidats. Et je pense que sur certains jobs, comme un CFO, un VP Finance, l'expérience est aussi super importante. On voit parfois des posts LinkedIn qui disent qu'il faut recruter les gens en fonction de leur personnalité et pas de leurs compétences. Je pense que c'est vrai en grande partie, mais il y a aussi certains jobs particuliers où une expérience spécifique, et c'est la seule manière de faire avancer la boîte. Du coup, sur la partie, enfin ça j'entends que sur certains postes du coup très techniques comme tu dis, l'évaluation des hard skills est super important. Tu parlais du coup aussi du fait que la personnalité quand même et le fit dans beaucoup d'autres rôles c'est important. Comment est-ce que tu l'évalues toi cette partie-là chez Oversea? Pour évaluer la personnalité et le culture fit, ce qu'on fait c'est qu'on essaye de faire un process de recrutement qui colle beaucoup à nos valeurs et à notre culture. Notamment, on a une grosse culture de l'écrit, une grosse culture de l'apprentissage et on essaye de donner énormément de ressources aux candidats pour qu'ils puissent se renseigner sur l'entreprise. Et ensuite, on va, pendant les entretiens, tester à quel point ils ont creusé ces sujets, à quel point ils se sont renseignés, à quel point ils ont pris le temps de rentrer dans le détail de ce que fait l'entreprise. La pédagogie, ça a toujours été la valeur numéro 1 d'Oversea et notre industrie est complexe. La plupart des gens qui postulent chez nous ne viennent pas de l'industrie, ne la connaissent pas. Et donc, dès le début, on a toujours eu cette démarche de fournir du contenu aux candidats pour leur permettre de se renseigner par eux-mêmes et de se rendre compte si l'industrie les intéresse ou non. Et on voit très bien au cours du process ceux pour qui ça résonne, qui se projettent, qui ont envie en apprendre davantage sur cette industrie. On fait les recherches supplémentaires par rapport à
ceux que ça n'intéresse pas et qui assez vite décrochent. Et s'ils décrochent, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'ils n'auraient pas aimé ça chez nous. On préfère le découvrir pendant le process d'entretien plutôt qu'une fois qu'on a recruté la personne. Justement, lors de cette phase 2 où du coup vous avez fait entrer des investisseurs et où du coup il y a une forte croissance entre 2019 et 2022, qu'est-ce qui a changé d'un point de vue recrutement La phase 2019-2022, c'était une phase particulière où il y a eu effectivement de l'hypercroissance, mais où aussi tout le marché était en hypercroissance. Donc oui, on recrutait beaucoup, mais tout le monde recrutait beaucoup, donc c'était très compétitif. C'était du coup une phase particulièrement exigeante pour la fonction recrutement qui a dû se réinventer en permanence et beaucoup travailler pour réussir à faire rentrer les bons talents. Et donc suite à cette phase de forte croissance que vous avez eue jusqu'à 2022, tu nous expliquais que le marché ensuite s'est retourné. Comment est-ce que tu as vécu toi déjà personnellement le downsize de tes équipes et comment est-ce que tu as réussi à bien le faire et à faire en sorte que ton équipe reste engagée malgré ça? Oui, effectivement, entre 2022 et 2023, on a connu un retournement de marché assez fort. On s'est retrouvé du jour au lendemain à gagner 2 fois moins d'argent pour le même travail, ce qui a eu forcément des gros impacts business pour nous. Alors on s'est accroché, on a réussi à passer, mais on a dû passer par une petite réduction des effectifs. On est passé de 160 à 130 à ce moment-là. Ça a été une phase assez dure en tant que dirigeant. On met beaucoup d'efforts dans le fait de recruter des gens. On a envie qu'ils soient heureux et qu'ils s'épanouissent dans la boîte. Et ensuite, comment est-ce qu'on réengage les équipes en parlant du futur, en parlant de à quoi va ressembler l'année 2024, quel sera le projet, qu'est-ce qu'on va accomplir ensemble avec ceux qui restent. On a eu la chance avoir une équipe qui était encore, d'avoir besoin de faire partir que 15% des effectifs. Et aujourd'hui, avec l'équipe qui reste, on a des très bons résultats. On sera très bientôt à la rentabilité. On a lancé aussi un nouveau produit qui est très prometteur et dont on est très fier. Donc aujourd'hui, c'est derrière nous et on est très content d'avoir. On est passé par là, c'était dur, mais on a grandi. Aujourd'hui, on sent aussi qu'on est bien meilleur et qu'on arrive à accomplir plus de choses avec moins de gens. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle puisque ça veut dire que l'entreprise progresse. Et tu n'as pas eu de départ du coup suite à ces annonces, tu n'as pas eu de départ volontaire suite à ces annonces Après l'année 2023 qui a été un petit peu dure, on a connu une petite vague de démissions en 2024 qui je pense est normale dans la vie d'une boîte et que après une phase de downsize, il y a souvent ce genre de choses qui se produisent. C'est moi qui ai l'idée, le projet de downsizing. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est la phase de définition du projet. À partir du moment où on a décidé qu'il fallait revoir un petit peu la taille de l'effectif à la baisse. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir quels seront les postes qui seront supprimés, de combien de personnes on parle. Et il faut faire un pilotage qui est extrêmement fin, puisque si on est trop optimiste, on s'expose au risque de devoir refaire un plan dans le futur. Si on est trop pessimiste, on peut supprimer des emplois qu'on aurait pu garder. Donc il faut réussir à trouver le chemin de crête étroit qui permet de faire partir le bon nombre de personnes. Donc faire le choix du nombre de personnes à faire partir, c'était extrêmement dur. Une fois qu'on l'a fait, l'exécution du projet était, j'ai trouvé un petit peu plus facile, même si le jour des annonces, c'est évidemment quelque chose qui est jamais agréable. Après le départ des gens, on a dû se concentrer sur effectivement remobiliser les équipes. Et on l'a fait en communiquant beaucoup, en parlant du futur, en expliquant le projet, en essayant de rendre sexy l'atteinte de la profitabilité qui est une évidence dans l'immense majorité des boîtes en France, mais l'était pas forcément dans le monde des startups. Génial. Merci beaucoup Mathieu pour ton temps et pour toutes ces informations. Merci. Et à bientôt j'espère. À bientôt. Salut Mathieu.